Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Acteurs de la science. Acteurs de la science. Fondé par Richard Moreau, professeur honoraire à l'Université de Paris 12. Dirigé par Claude Brzezinski, professeur émérite à l'Université de Lille. La collection Acteurs de la science est consacrée à des études sur les acteurs de l'épopée scientifique moderne, à des inédits et à des réimpressions de mémoires scientifiques anciens, à des textes consacrés en leur temps à de grands savants par leurs pairs, à des évaluations sur les découvertes les plus marquantes et la pratique de la science. Dernière parution. Roger Tessou, Freud, le médecin imaginaire, 2014. Robert Loqueneux, sur la nature du feu au siècle classique. Réflexions des physiciens et des chimistes, 2014. Roger Tessou, une histoire de la circulation du sang, Harvey Riolan et les autres, des hommes de cœur presque tous, 2014. Karl Landsteiner. L'homme des groupes sanguins, édition revue et augmentée, 2013. Jean-Pierre Aymar, Karl Landsteiner. L'homme des groupes sanguins, édition revue et augmentée, 2013. Michel Gaudichon, L'homme quelque part entre deux infinis, 2013. Roger Tessou, Paul Solier contre Sigmund Freud. L'hystérie démaquillée, 2013. Gérard Braganti, Histoire singulière d'un chercheur de campagne. L'invention de l'exploration cardiaque moderne par Louis Délien, vétérinaire, 2013. Jean-Louis, Mémoire d'un enfant de Colbert, 2012. Élie Wolff, Michel-Eugène Chevreul, 1786 à 1889. Un savant doyen des étudiants de France. Des corps gras et de la chandelle à la perception des couleurs, 2012. Roger Tessou, Gabriel Andral, pionnier de l'hématologie. La médecine dans le sang, 2012. Yvon Michel Briand, Aspect de la résistance bactérienne aux antibiotiques, 2012. Roger Tessou, Charcot, Freud et l'hystérie, 2012. Introduction. L'espèce a-t-elle une valeur? La Fontaine juge les lions terribles, il n'a aucune idée que leur espèce puisse s'éteindre et sans doute il s'en réjouirait, et pourtant Leibniz, essai de Théodicée 118, soulève cette étonnante question qui nous suivra dans tout notre exposé. Aucune substance n'est absolument méprisable ni précieuse devant Dieu. Il est sûr que Dieu fait plus de cas d'un homme que d'un lion. Cependant je ne sais si l'on peut assurer que Dieu préfère un seul homme à toute l'espèce des lions. Cette opinion serait un reste de l'ancienne maxime assez décriée que tout est fait uniquement pour l'homme. Aujourd'hui la biodiversité est acclamée de façon unanime comme une valeur naturelle, et même surnaturelle disent certains, incontestable, et la sauvegarde des espèces saluée comme une mission hautement louable. Vouloir tout préserver c'est bien, dire pourquoi c'est mieux. Que péronne lorsqu'une espèce évidemment rare s'éteint? Quelle valeur disparaît avec elle? Que paye-t-on? Que gagne-t-on lorsque l'on achète ou vend un animal ou une plante d'une espèce réputée rare, sachant que le trafic des espèces est le second chiffre d'affaires mondial après celui de la drogue et avant les armes, et que la sauvegarde de celles menacées fait le fond des programmes les plus ambitieux de notre nouvelle civilisation écologiste, sans parler des coûts immenses de leur préservation et pire encore des contraintes de la politique écologique imposée par les protecteurs des espèces? Par exemple, la biodiversité des microbes du sol a été estimée à 1546 milliards de dollars, Biofutur 319, mars 2011, page 46. Mais le prix est seulement un fait tandis que la valeur est un jugement. C'est ce que nous devons essayer de comprendre. À cette demande pourtant si simple et si commune, que valent les espèces? Les professionnels de la faune et de la flore, en peine de se justifier, se réfugient derrière des évidences hâtives, tout gênés d'avouer qu'ils ne savent pas répondre ou plutôt qu'il n'y a de multiples réponses mais dont aucune n'est tout à fait satisfaisante. C'est peu dire que l'organisation du monde vivant en espèces nous est familière. Les hommes de la préhistoire savaient et des enfants de 10 ans aujourd'hui savent que les animaux de même espèce se ressemblent, qu'ils se marient entre eux et qu'ils ont des enfants de leur espèce. L'espèce est un très rare concept resté inchangé depuis des millénaires, et toujours tenu en grand honneur dans le monde de la pensée. À la fois intelligible et en rapport à des objets réels, c'est une entité de prédilection, le modèle chéri des penseurs de toutes les époques et toutes les écoles. L'origine des espèces paraît si prodigieuse qu'on l'a crue surnaturelle. Les mythes de création du monde font apparaître les espèces juste après l'origine de la Terre et des luminaires. Platon s'indigne du langage de la foule,
qui fait naître les espèces de quelque cause naturelle en dehors de toute pensée créatrice. Le Sophiste 265c, et aujourd'hui encore les fanatiques religieux militent sur ce thème avec la passion que l'on sait. Création ou évolution ? Notons que tous accordent à l'espèce un sens et une valeur. Bien au-delà du spectacle de la nature, la notion d'espèce a presque certainement joué un rôle au fondement de la pensée humaine en lui offrant un immense tableau, celui des ressemblances régulières, celui des rapports de parenté, celui d'un ordre de la vie animale et végétale, qui sert de modèle à ces catégories de jugement et même à l'ordre social. L'espèce ne renvoie pas seulement à l'ordre perceptible des animaux et des plantes qui nous entourent, mais aussi à ces relations tellement bestiales par lesquelles les humains se perpétuent, et que même des moines, des précieux et des spirituels, nonobstant leur humiliation, devraient pourtant satisfaire pour perpétuer leur valeur. La perte des espèces a moins attiré l'attention des mythes que leur origine et leur préservation, dont Noé est l'illustre précurseur. Il est vrai que cette perte n'était guère sensible jusqu'à une époque récente, et qu'il est toujours difficile de parler de ce qui n'existe pas. Historiquement, il faut attendre Cuvier pour que l'idée d'animaux disparus antérieurs au déluge commence à devenir familière. Même Lamarck, le père du transformisme, était réticent. Nous savons désormais que les espèces ne sont pas éternelles. L'homme d'esprit s'étonne de les voir naître et s'enchante de la découverte d'une inconnue, se désappointe et s'émeut d'en voir une s'éteindre, c'est qu'elle lui semble intemporelle. La persévérance de l'espèce est la réponse à l'angoissante fragilité de l'individu. Elle suffit à faire le partage entre la valeur de l'espèce et la non-valeur des individus. Vaincre le temps, résister à la fragilité de la vie est la première valeur, c'est pourquoi la vie n'existe pas sans espèces et pourquoi aussi l'extinction des espèces nous affecte tellement. Chacun admet sans référence métaphysique que ce qui subsiste vaut mieux que ce qui périt, et l'espèce permanente mieux que l'individu éphémère. On peut aimer son poisson rouge comme on aime une bière, et s'il meurt ce n'est qu'un individu de moins dans une foule, un objet qu'on rachète le lendemain. Mais si je mange le dernier poisson d'une espèce, je pense qu'avec la chair autre chose a disparu. Comme si en plus de la forme, des aptitudes et de la vie fugitive de chacun, existait une autre réalité qui outrepasse les individus et dont la perte nous frustre. Une entité détachable du moins en pensée et immuable, du moins sur une longue durée, et qui survit dans chaque espèce ou se perd avec elle. L'idée archétype est selon Platon le paradigme éternel de toutes les espèces. Et selon Aristote, la substance est cette réalité permanente qui réside au fond de tous les êtres d'une même espèce. Pour cette raison, l'argument le plus en vue pour valoriser l'espèce est simple et nous suivra jusqu'à la conclusion. Le permanent vaut plus que l'inconstant. De telles images de l'éternité conviennent et confèrent sa valeur à l'espèce. Les premières représentations conscientes de la valeur de l'espèce remontent à ces doctrines. Il n'est pas exagéré d'affirmer que les deux plus grandes métaphysiques conçues par l'humanité, relayées au Moyen-Âge par la querelle des universaux, seraient des tentatives pour rendre compte de ce quelque chose, figure de l'éternité en surplomb telle l'idée archétype ou sous-jacente telle la forme substantielle. À l'inverse, quand le nominalisme médiéval rejette la réalité séparée des idées, et que Locke nie la réalité des substances, ils ôtent à l'espèce toute valeur qui soit différente de la somme de ses individus. Du moins le croit-il, car même le nominalisme ne peut nier qu'il renvoie à quelque chose puisque le nom est donné d'après la chose. La première difficulté pour nous réside justement dans cette notion métaphysique et que l'on dit démodée de substance, mais qui semble inévitable pourtant dès lors que l'on demande, si ce ne sont pas les individus qui ont une valeur, alors qui l'a ? Égalité ou échelle des espèces ? L'argument de la permanence s'applique indifféremment à toutes les espèces et même en dehors du monde vivant, un fleuve, une montagne. Dans toutes les espèces on se ressemble, on s'apparie et on fait des enfants, tout existe donc au même titre. L'homme n'est pas plus une espèce que n'importe quel moucheron. Toutes les espèces se valent donc, différentes sont les valeurs de l'avoir mais égales les valeurs de l'être. Primitives ou évoluées, dans un monde où tout est bon, les aptitudes singulières ou les organes étranges de telles bestioles valent bien les meilleures réussites du cerveau humain. Pourtant, sous prétexte qu'ils ont parfaitement réussi les poumons de mer, comme les appelle Platon, sont-ils nos égaux ? Il conviendrait sans doute de hiérarchiser les êtres vivants selon des appréciations subjectives et anthropomorphes, dressant une échelle de valeurs d'autant plus suspecte qu'elle place d'office l'homme au sommet.
Nous préférons le cheval qui tire la charrette plutôt que la puce qui nous pique. Chaque espèce se distingue des autres par sa différence propre dont aucune n'est dépourvue et qui vaut pour elle seule et absolument, et l'on pourrait sans doute établir une hiérarchie des adaptations, des performances et des réussites. Mais une échelle des aptitudes ne produit pas une échelle des espèces, car si tels caractères font les individus, ce sont les relations qui font les espèces. Quand les capacités diffèrent, tels individus peuvent être dits supérieurs, pour telle fonction, mais les relations des uns aux autres unissent tous à un même degré tous les membres de n'importe quelle espèce. L'égalité des relations est un principe extraordinairement fort qui s'impose sans nuance, et qui fait de l'espèce un universel. À quel titre une espèce peut-elle être supérieure à une autre? Espèce contre évolution. L'espèce dure, la lignée résiste au changement et subsiste lorsque les individus meurent. Poser l'être, c'est-à-dire l'espèce, c'est repousser le devenir, donc poser le devenir, c'est récuser l'être. Espèce et changement sont antinomiques. La pensée typologique, la référence à un type, a bien du mal à concevoir l'évolution. Pour Platon, les espèces sont des paradigmes dans l'éternité de la nature, et pour Aristote des substances, autrement dit ce qui subsiste indéfiniment, d'où leur valeur absolue. C'est la raison pour laquelle les premiers transformistes Lamarck et Darwin, pour une fois d'accord, ont été, si l'on peut dire, contraints de rejeter l'espèce, parce qu'ainsi ils pouvaient plus facilement établir le transformisme. Le seul fait de parler d'espèce introduit une certaine permanence qui par conséquent contrarie l'évolution. Il leur fallait au contraire affirmer haut et fort que l'espèce n'a aucune subsistance, tout au plus est-elle un découpage commode et provisoire dans une diversité mouvante et confusément graduelle. Ou bien des espèces ou bien l'évolution. Il n'est pire ennemi du mouvement de l'évolution que la stabilité des espèces, et cette antinomie en embarrasse plus d'un. Ce ne sont pas seulement les fondamentalismes religieux qui regrettent le mythe d'une nature créée fixe, mais bien des gens, après tout instruits et sensés, non créationnistes, ont du mal à admettre toute remise en cause intolérable de cet ordre naturel incarné par la réalité et la permanence des espèces. L'espèce tranquillise, elle écarte le doute, thésaurise les avantages acquis, garantit la balance des équilibres naturels, et l'emporte sans appel sur le scénario tourmenté d'une évolution inquiète et agitée où les formes plus ou moins bien identifiées changent ou disparaissent selon les hasards des circonstances. Chaque espèce serait une page du grand livre de la nature, et chaque extinction une page arrachée. Que les individus naissent et meurent sans doute, mais l'espèce, attention. On a mis un bon siècle à comprendre ces rapports de l'espèce au temps, comment l'espèce subsiste et comment l'espèce change. Dans certaines limites d'ailleurs difficiles à définir, l'espèce subsiste bel et bien là où pourtant les individus et leurs relations varient. Il faut donc intégrer la variation comme étant une composante de la vie de l'espèce et non pas comme son abandon. La lignée n'est pas le maintien indéfini d'une substance mais une forme de réalité qui unit présent, passé et avenir, mais sans les confondre ni les réduire à l'identique, c'est une relation temporelle entre des êtres qui varient, mutent, se modifient, parfois de manière importante. La durée est ce qui permet à chaque espèce le dévoilement et le cumul des valeurs passées, comme s'il y avait dans chaque espèce une forme de potentiel sans cesse livrant au jour des nouveautés inattendues. La reproduction est l'acte par lequel une espèce actualise un potentiel génétique reçu de ses ancêtres. Une espèce a donc une valeur double: faire exister les individus actuels et préparer les suivants. Puissance et acte sont les deux formes de la valeur qui sont à l'origine de toute la métaphysique d'Aristote. Il est d'usage que l'auteur d'un livre, du roman policier au traité de génétique, recherche une cohérence qui montre la clarté de sa pensée et facilite la vie du lecteur. Ici, c'est au contraire l'incohérence qui domine, et c'est peut-être l'un des objectifs secrets de cet ouvrage. On ne fera donc pas l'étonner et même on devra faire un effort pour naviguer entre les arguments les plus disparates. Ce florilège pourrait s'intituler « Le banquet de l'espèce », au cours duquel divers convives prennent la parole pour expliquer ce qui d'après eux fait la valeur de l'espèce. Banquet, parce que chacun parle pour soi de manière convaincue mais contredit à la fois tous les autres parfois sans les écouter. L'analyse attentive d'une profusion d'arguments lancés pêle-mêle déçoit, mais ce débat n'est pas vain car dans le choix des valeurs l'homme se montre à lui-même. L'espèce vaut parce qu'elle est utile ou inutile, abondante ou rare, connue ou inconnue, ancienne ou récente, proche ou lointaine, ressemblante ou différente de l'homme, nominale ou réelle, comprise ou mystérieuse, etc.
Au passage, une telle incertitude fait le jeu des sceptiques, objectant que des mots tels que espèce ou valeur sont presque disparus du dictionnaire des sciences, et des cœurs durs trop heureux de masquer leur confusion et leur mauvaise foi derrière une indifférence affectée. Les tritons s'éteignent, la biodiversité diminue, peu m'importe. L'argument sceptique est trop superficiel, le sophisme est trop gros. Après quelques répliques maladroites, on esquive en général par la phrase de Chamfort. En fait de sentiments, ce qui peut être évalué n'a pas de valeur. 1. Valeur utilitaire. Plus un individu est utile, plus son espèce a de valeur. L'intérêt pour l'espèce est d'abord un intérêt pour l'individu. Ce cheval tire une charrue, ce mouton produit de la laine et de la viande. Toute espèce se compose évidemment d'individus, car nul être vivant, si ce n'est les hybrides, ne peut exister hors de l'espèce, de sorte que chacun se range dans son espèce, que nous désignons par un terme collectif. Mais bien sûr, ce n'est pas l'espèce que l'on tond, mange ou caresse. Dire que le cheval est une espèce utile et la puce une espèce piquante, est trompeur, car ce n'est jamais l'espèce qui tire la charrue ou pique la peau, mais plutôt tous les chevaux pris individuellement sont utiles. Ce sont toujours des individus qui naissent et font les enfants, qui sont poursuivis ou évités. La distinction individu-espèce est parfois subtile. Mon chat en particulier dort sur mon lit égale individu. Le chat sauvage en général dort sur des branches égale espèce. Quand le Protagoras de Platon déclare l'homme mesure de toute chose, désigne-t-il chaque homme pris en particulier, le vote individuel, ou l'homme en général, les droits de l'homme? L'homme proie et prédateur, chasseur chassé qui a capturé son gibier ou échappé au lion, ne reconnaît l'espèce que pour identifier la valeur d'usage des individus, tel se mange et tel nous mange. N'ont de valeur que les animaux et les plantes dont dépend notre survie ou notre bien-être, et l'utilité de chacun confère une valeur collective au tout. Ainsi chaque cheval est utile donc son espèce l'est, mais aucun zèbre n'est utile donc l'espèce zèbre n'est même pas évaluée. Le chasseur primitif qui donne des noms différents à plusieurs chenilles comestibles selon leur qualité alimentaire, n'a aucun nom pour désigner les papillons correspondants. En pratique, notre intérêt pour les individus sature nos échelles de valeur et masque le concept. On tue pour se nourrir et on extermine comme indésirables des millions d'animaux. Les lois sur le bien-être des poulets, les débats sur la chasse à courre, la tauromachie et les abattoirs, ne visent pas des espèces nullement menacées, mais bien les souffrances des individus. Les éleveurs, les amis des bêtes, les végétariens, défendent les individus. L'utile et l'agréable sont des valeurs qui qualifient l'individu, parce que les valeurs du savoir, l'admiration et la compassion s'adressent d'abord à l'être présent devant nous. En revanche, l'espèce n'est perçue si l'on peut dire que dans un second temps. Concevoir l'espèce abstraite sans l'individu concret est très difficile, notait déjà Aristote, Métaph. Z11 1036b3. Il distingue catégorie I, la substance première, cet individu ici présent, et l'essence ou substance seconde, l'espèce qui peut recevoir la diversité des individus tout en restant elle-même. Notre satisfaction matérielle et sensible n'atteint pas aisément le concept. Si le ver est dans le fruit, peu importe l'espèce et quand je sursaute parce qu'une fourmi me pique, c'est cet individu que j'écrase. La pensée de l'espèce survient plus tard, lorsque la sensibilité plus mûre se tourne non plus vers tel gentil chevreuil poursuivi par un chasseur, mais vers son espèce dont l'habitat menacé par le tracé d'une route suscite comité de défense et arrêté de sauvegarde. L'intérêt envers les individus est seulement la première démarche vers leur espèce. On demande alors si la valeur de l'espèce est la simple somme des valeurs des individus qui la composent, si la partie vaut le tout ou le si tout outrepasse les parties. La réponse ne va pas de soi. Toute valeur établit une préférence entre des objets ou des actes. Donc au sens le plus brutal et le plus matériel, la sélection naturelle offre déjà un critère de valeur. À première vue, l'élitisme darwinien clamant la supériorité du mieux adapté à telle condition, ou du plus fort ou du plus fécond, ou la supériorité économique du plus rentable, est individualiste, chacun travaille pour lui d'abord. Seuls existent les individus et seuls ils sont utiles. Mais utiles à quoi, à qui? Pourquoi les parents se sacrifient-ils, si ce n'est pour l'espèce? C'est que la valeur doit durer, échapper au temps, résister au néant qui menace de tout ensevelir. Simple moyen pour transmettre le patrimoine génétique au suivant, l'individu réussit puis disparaît et se perd sans laisser de traces, il occupe donc un degré assez bas de la valeur.
En revanche, l'espèce dure, elle est même potentiellement immortelle, et de ce point de vue déjà sa valeur est supérieure à celle de tout individu. L'espèce perpétue le passé et annonce le futur, sans doute, mais que valent le passé et le futur? S'ils se réduisent à une simple idée, tout juste bon à nous faire rêver des temps fabuleux, alors l'idée d'espèce éternelle hors du temps et de l'espace ne suffit pas, la formule serait trop facile, c'est pourquoi la matière est requise pour solidifier la valeur, pour donner corps à la subsistance, la vie de chacun utilise et valorise la matière et sans laquelle l'espèce n'est qu'un mot. L'état privilégié de l'espèce, sa valeur, est tributaire de la lutte physique et bien concrète de chaque individu contre la dissolution. Hegel, Phénoménologie de l'esprit, t. 2, SD, Aubier-Montaigne, Paris, page 112, caractérise le concept d'utilité comme la vérité des Lumières. Le Dieu de Leibniz ou de Voltaire est utile. L'utile est à la fois une puissance d'intériorisation et de réalisation, la vérité autant du système de la pure pensée que du système de la pure matière. Tout ce qui existe, tout ce qui est pensé, procure en moi la satisfaction d'une efficacité sur les choses et sur les idées. Tout est utile à l'homme jusqu'à sa volonté libre, qui n'est accomplie que si elle est utile à quelque chose. L'utile n'est donc pas la déchéance de l'idéal mais au contraire il lui donne sa force. L'espèce utile est pénétrée et possédée par la conscience de l'homme, et la jouissance qu'il en ressent. Cette certitude singulière s'élève de la banale satisfaction matérielle pour atteindre jusqu'à l'universalité du savoir, de sorte que ce savoir de l'espèce est idéalement utile pour ma propre conscience. D'abord ressentie comme valeur des individus, la valeur de l'espèce a quelque chose de plus que le rapport à l'individu, une antériorité sur toutes les autres valeurs, le début de la valeur scientifique et de la valeur sociale. Le sacrifice d'un animal dans les sociétés primitives est un hommage à la permanence de l'espèce, car dans le sacrifice l'important n'est pas la mort de l'hiver, mais la résurrection du printemps. La mise à mort rituelle est toujours accompagnée d'un élevage qui ramène un nouvel animal bien vivant aussitôt le précédent abattu, instaurant une relation durable donc une alliance avec l'espèce sacrée. Le roi ou le mouton est mort, vive le roi. La reconnaissance d'une utilité fixe et définie propre à chaque espèce leur confère une valeur, et instaure une concurrence entre espèces qui s'oppose à la convergence et l'indifférence des valeurs entre elles. Le sacrifice d'un cheval n'est pas celui d'un bœuf, ni celui d'un agneau celui d'une chèvre. Les proies du chasseur, le troupeau de chevaux du nomade, l'élevage de porcs du sédentaire, se définissent de manière ultime en termes d'espèces, car les techniques et les traditions utiles d'élevage de chaque espèce domestique, du renne au dromadaire, déterminent les modes de vie et même de survie des éleveurs donc les valeurs fondamentales de leur société. Les systèmes agraires changent radicalement de l'une à l'autre espèce, par exemple des vaches traites ou allaitantes. Ainsi les notions de propriété, de corps social, de commerce de telle ou telle espèce, préparent les relations sociales donc les relations entre les esprits. L'existence et la reconnaissance des espèces utiles est une condition sans laquelle la conscience sociale ne pourrait exister. On doit conclure, à ce premier niveau d'analyse, la valeur d'une espèce dépend de la fonction, utilité, rôle et importance des individus. Et pourtant l'utilitarisme est un scandale pour la pensée, qui rabaisse son animal de prédilection au niveau humiliant du simple instrument. L'utile est la limite inférieure de la valeur, son degré le plus bas, la valeur matérielle, digne de l'homme prédateur qui ne peut vivre sans piéger des animaux ni cueillir des plants. Il faut un niveau de conscience. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.